Bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et là, ce soir, je suis très content d'être réuni avec Théodore de Saint-Remy. Comment tu vas, mon ami Théodore ? Mais je suis toujours content, moi, quand je suis réuni avec toi, mon cher TK. Absolument enchanté d'être là. Et puis voilà, on a des très très belles choses là à se mettre sous la dent. Donc je suis impatient d'en parler avec toi. Exactement. Et tu sais quoi, ça fait 130 épisodes qu'on fait ce podcast, c'est quand même incroyable. I can't believe it, comme disent les Américains. Exactement. Et si nos chers écouteurs ils se souviennent, en fait, on avait fait des t-shirts. Moi, j'ai une petite question pour toi, mon cher Théo, qui est gestionnaire des t-shirts. Est-ce qu'il nous reste quelques t-shirts Pack de Potes ? Mais absolument, il nous reste quelques t-shirts et je suis régulièrement relancé par mon majordome personnel, c'est-à-dire mon épouse que j'embrasse, qui me dit qu'est-ce qu'on fait de ces t-shirts. Mais j'ai une très bonne idée. En fait, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu un joli 5 sur 5, un review sur Apple Podcast qui nous dit qu'ils aiment bien écouter ce podcast. Donc, je me dis, écoute, avant le prochain match de l'équipe de France qui va être en Argentine, je pense que ça peut être une bonne idée. Peut-être, si on a la bonne taille, qu'il nous reste la bonne taille, mettez-nous un petit review sur Apple Podcast et peut-être vous trouverez avec un t-shirt Pack de Potes qui sont très beaux d'ailleurs. Ils sont absolument magnifiques et c'est une excellente idée. Donc, à vos reviews. Allez, si on peut faire une minute américaine très, très rapide, c'est le NBA en ce moment. C'est les demi-finales. Nous, on appelle ça the Conference Finals. Sur un côté, il y a the Boston Celtics against the Indiana Pacers, mais je pense que c'est les Celtics qui vont passer. Ils sont de loin la meilleure équipe de toute l'année. Alors là, normalement, ça va être contre the Dallas Mavericks parce que pour l'instant, ils sont 3-0 contre the Minnesota Timberwolves. Ils ont vraiment la meilleure équipe du moment. Ils ont surtout un certain Slovène qui s'appelle Luka Doncic et qui est absolument magique. En fait, c'est son surnom, Luka Magic. C'est pas mal comme surnom, Théo Magic. C'est pas mal, surtout dans le basket américain, ça veut dire quelque chose, Magic. Oui, alors moi, les Celtics, c'est vraiment une équipe que j'adore parce que c'était une des équipes qu'aimait beaucoup mon cousin qui vivait en Amérique quand j'étais petit. Et donc, il avait plein de posters de la NBA dans sa chambre en vacances. Et on avait notamment un défenseur fantastique qui s'appelait D. Brown avec le D de Defense. J'adorais, moi, cette histoire-là. On n'avait pas la télé à l'époque pour voir tout ça, ou en tout cas, c'était pas retransmis, mais ça me faisait rêver. Et les Celtics, c'est vraiment la grande équipe des années 50 et 60 avec Larry Bird ensuite dans les années 80 qui était exceptionnel, extraordinaire. Et puis bon, là ils ont regagné en 2008, mais ça fait quand même 15 ans. Moi j'aimerais bien que ce soit le tour des Celtics parce que il y a quelque chose d'un peu particulier dans cette équipe avec voilà sa belle couleur verte et son histoire unique et puis ouais son oiseau Larry Bird. Ouais, bon, écoute, on va voir. Moi, je pense que c'est le moment de Luka en ce moment. Donc, on verra par la suite. Et si vous aimez le basket, récemment, j'étais chez nos copains Radio Merguez. On a fait un petit épisode basket. J'étais content d'être là. Donc, merci pour l'invitation, les gars. C'était bien sympa. Allez, rapidement, j'ai lu, mon cher Théo, qu'en fait, finalement, ce Coupe du Monde, le 10e, on l'a perdu. Mais aussi, on l'a gagné. On a gagné un rapport de 891 millions d'euros pour l'économie française. C'est quand même pas mal. Ouais, c'est très bien. J'ai lu aussi malheureusement que le comité d'organisation lui-même était fortement déficitaire pour la Fédé et que ça, c'est quand même pas cool du tout. Donc, ces deux nouvelles malheureusement semblent s'annuler. Oui, c'est le Figaro qui nous a dit que la France a eu 425 000 visiteurs internationaux, qu'ils ont resté en moyenne 10 jours en France. Donc, ça fait 1,6 million de nuits, donc c'est quand même pas mal. Et en plus, ils n'ont pas juste resté dans les endroits où il y avait des matchs, ils ont voyagé un petit peu aussi. Donc, bravo pour la France. Un peu dommage quand même pour l'association de France Rugby. Bon, quand même, en parlant de France Rugby, il me semble, mon cher Théo, que tu étais occupé ce week-end. Ah oui, moi j'étais occupé ce week-end au final départemental avec mes petits U12, donc j'étais pas disponible pour voir la finale en direct, mais j'ai réussi à la voir en différé sans me faire spoiler avant, ce qui devient quand même difficile dans la société dans laquelle on vit. Je suis très content parce que je l'ai vécu comme une finale tout à fait normale. Et voilà, mes petits U12 ont fait un bon début de tournoi départemental. Ils ont été dans la poule des forts après, et dans la poule des forts, c'était un peu plus compliqué, mais ils ont été valeureux. Ouais, ils étaient sur le bon pause, sur le bon terrain, on va dire. Exactement. Allez, on va passer maintenant direct à ce fameux Toulouse-Leinster. Pack de potes, terrain 10. Bon, c'est l'heure du final. Toulouse versus Leinster, c'est France versus Irlande. On a parlé la semaine dernière de ces deux équipes. C'est du lourd à tous les postes. C'est à Twickenham en Angleterre et un stade plutôt pro-Irish, je dirais.
J'arrive moi-même avec 1 minute 30 de retard. Il fallait quand même temps de pelouse. Et après 1 minute 30, Dupont a déjà fait un sortilège sur la défense des Irish pour servir un essai magique à son ailier. Mais dommage, il a le pied juste en touche. Ntamack avec un coup de pied à suivre intéressant et les Irish sont un peu gênés quand même. Ça donne l'opportunité à un pénalité, non pas Ramos, mais Monsieur Blair Kinghorn. Et malgré son nez un peu tordu depuis quelques semaines, ça va, le ballon va tout droit. 3-0 pour nous. Bonne défense, merci à Romat et Meafou, c'est 6-0 maintenant. Aki avec un petit lapsus en réception de ballon banal, il n'est pas bien dans son assiette dans ce match, et ballon à Leinster. Un avantage très long et Lowe a failli faire son coup de génie. Les avants bleus sont à 2 mètres de la ligne, mais la défense rouge monte vite et les mise sous pression. Coup de pied douf de Ross Byrne pour le 10 Irish. C'est Sheenan le talonneur qui a fait un geste derrière et revoilà les Irish chez nous. Ça sent l'essai pendant 5 minutes et c'est McCarthy finalement qui va la marquer, mais petit en avant. Ouf. Aki un peu en mal, Lowe qui est plutôt bien, beaucoup de ballons par terre dans ce match. Ntamack se fait découper, les Irish ont un pénalité pour eux, 6-3. Ross Byrne avec un autre coup de pied qui fait peur. Kinghorn va lui casser en deux après un chandal. Et bim, cross sur Duris. Et bam, Duris sur Ntamack. C'est une collection de tampons. Aki sort, Choco Barres entre malgré l'effet qui était sanctionné récemment. J'ai pas trop compris. Mais le centre Irish Henshaw avec un gros percé. Super match pour lui. Deuxième percé dans la même attaque même. Ntamack est là pour nous sauver la vie avec un ballon gratté. Quelques imprécisions, Ntamack plaque son chauffeur de bus par exemple, et puis le talonneur Sheenan avec une action de malade. Il pique le ballon du Dupont, déjà, c'est pas évident. Il fait un move d'enfer pour débarrasser de Ntamack, nice. Il fait 60 mètres en toute vitesse, attention, c'est un talonneur ce mec, mais Blair Kinghorn est là avec le plaquage de sauvetage, et Dupont, lui, il gratte le ballon. Ouf encore. Kinghorn avec un super match très solide dans l'air, mais Ntamack a pas beaucoup d'espace en attaque. Dupont avec un 50-22 magnifique, temps fort pour les rouges et noirs. Kinghorn nous donne 3 points de plus, il va rater la prochaine. Fin de mi-temps un peu fou, mais aussi avec pas mal de blessures côté rouge, je dirais. Jack Willis a l'air un peu cabossé. Choco Barres qui a laissé un bras sur un plaquage. On va au vestiaire avec un bon vieux 9-6. Ouais, une première mi-temps dantesque dans l'engagement, sans essai, un refusé. Des plaquages et une solidité défensive de part et d'autre qui annoncent la suite du match, c'est-à-dire un vrai combat de boxe, un match profondément indécis. Et je te laisse parler de la deuxième mi-temps et surtout des prolongations. Deuxième mi-temps démarre avec un bon défense des Rouges, mais c'est les Irish qui sont rapidement chez nous, 9-9. Vraiment un match où n'importe qui peut gagner. Le mêlée de Leinster est quand même très très solide, c'est Porter, Sheenan et Furlong, ça rigole pas. 50 minutes et peine à touche pour eux sur nos 5 mètres, mais on ne laisse pas passer. On voit l'entrée de Marchand, Arnaud et un mec qui ressemble beaucoup à William Servat. On essaie de dérouler un peu notre attaque, mais pas si simple face aux Irish Boys. Kinghorn nous ajoute 3 points de plus. Merci, monsieur. 12-9. Thomas Ramos va entrer et tout de suite, comme par hasard, on retrouve 2 fois Kinghorn sur l'aile avec pas mal d'espace. J'ai un tout petit impression que Toulouse commence à changer de vitesse, mais pas avant un pénal touche des Irish qui provoque une pénalité tapée par Ross Byrne en douleur. 12-12 avec 15 minutes à jouer. 2 fois, Ramos a un peu de mal sur les ballons hauts. Ireland avance par 60 mètres. Heureusement, Jack Willis est là pour piquer un ballon. Kinghorn va avancer sur son aile. Ntamack avec le passe au pied pour le bel. Et oui, essai. Et non, le pied était en touche encore. Deuxième essai refusé pour Toulouse quand même. On mit la pression, mais Gibson Park avec un gros coup de pompe pour échapper. Notre molle provoque une pénalité. Ramos va la prendre. 15-12 avec 10 minutes à jouer. Et oulala, l'attaque Irish est chaud avec le requin Frody qui avance. Mais nous, on a le Minister of Defense lui-même, c'est Antoine Dupont qui fait l'agrattage juste devant l'embut. Ça fait le deuxième pour le match pour lui. Les Irish contre-attaquent encore. Henshaw qui est omniprésent. Ntamack qui fait un petit en avant sur un ballon haut. Et ballon pour les Irish encore chez nous. Le mêlée de Leinster est vraiment trop fort. Pénalité et Frowley le passe sans problème. 15-15 avec 2 minutes à jouer. Troisième ballon perdu dans l'air par Ramos. Un drop hyper bien pensé par Foley. Ça passe juste à gauche. Life flash before my eyes. 19 secondes. Qui est là pour piquer un ballon? C'est Super Dupont encore. On botte en touche. On est secoué quand même. Ça avance à overtime. Oui, overtime pour nos amis francophones exclusivement, ça veut dire fin du temps réglementaire.
Et là, c'est vrai que on se disait, mais finale de Coupe d'Europe, il y a 80 minutes à jouer. Au rugby, on peut marquer des trucs à 3 points, des trucs à 5 points, des trucs à 2 points, et on arrive à être à égalité à la fin des 80 minutes. Donc, c'est ce que je dis. Ça donne le ton sur la dimension complètement indécise, équilibrée de cette finale, et aussi la férocité de ce combat qui fait qu'aucune des deux équipes ne renonce et ne veut perdre. Et on sait à ce moment-là que dans la prolongation, ça va se jouer sur assez peu de choses, sur un fait de jeu ou sur un coup de chance ou sur le petit plus de volonté qui va faire basculer la coupe dans un camp ou dans l'autre. Le overtime, en fait, c'est 2 fois 10 minutes et sinon, c'est des tirs au but, mais sans gardien. Première mi-temps de overtime, ça démarre plutôt bien pour nous. C'est un carton jaune contre l'eau, en avant un peu volontaire, mais j'étais un peu surpris quand même. Je trouvais un sévère, mais bon, on est content quand même. Ramos va rater le coup de pied de la victoire. C'est pas son match pour l'instant. D'ailleurs, c'est Lebel qui va prendre les ballons hauts maintenant. On continue. Frowley va s'assommer contre les grands dépôts de Kinghorn et comme on a un joueur de plus, Ramos arrive à fixer et passer le ballon à Chocobares qui a la place pour servir Lebel qui va marquer le premier essai du match, 22-15. Le soleil nous sourit. Ramos va choper le ballon haut et Dupont avec un 50-22, penalty touche, Moll pénalité 25-15. Mais comme on aime bien donner des chances à nos adversaires, Arnaud va faire un carton rouge pour redonner des chances aux Irish pour revenir dans ce match. On va le finir à 14 contre 15 alors. Ce match de fou. Les Irish vont presser, Van der Flier avec le ballon dans le but, mais difficile à dire car il y a plein de mains en dessous. C'est quand même accordé 25-22, toujours pour nous, mais que par 3 points. Démarrage de deuxième mi-temps, et ça va dans notre sens pour l'instant. Ramos avec une autre pénalité, 28-22. Marchand va gratter un ballon, une autre pénalité pour Ramos, et là c'est bon, 31-22. On gagne par 9 points. Tout le monde est fatigué dans ce match interminable. Les Irish vont essayer de trouver une réponse. Frowley avec un autre drop, mais c'est pas bon. Toulouse va faire le nécessaire pour devenir 6e fois championne d'Europe, 31-22. Oui, une dramatique comme on les aime en finale, avec effectivement le destin qui a souhaité pousser du côté du Stade Toulousain. Mais je pense que c'est une victoire qui est en fait beaucoup plus méritée que le score et le déroulé du match ne peut laisser paraître. D'abord parce que les Toulousains se sont fait refuser un essai qui était vraiment tout près d'être accordé. Les Irlandais se sont fait accorder un essai qui était vraiment tout près d'être refusé à leur tour. Et finalement, c'est quand même un score assez large à la fin, avec 9 points d'avance et une fin de match relativement tranquille, où ils ont su faire le job pendant cette prolongation, où le fait de jeu est quand même incontestablement la sortie de Love sur carton jaune, qui, je pense, à ce moment-là, est le petit moment qui fait basculer mentalement les Irlandais dans le dur et les Toulousains dans l'espoir. Et juste après, d'ailleurs, Lebel marque. Et à partir du moment où Lebel marque, juste après, et il y a encore 6 ou 7 minutes à jouer en supériorité numérique, et ils ont pris les devants, on a bien vu que les Toulousains y croyaient de façon tout à fait irrémédiable et que les Irlandais, même s'ils n'ont rien lâché, d'une certaine manière, les jeux étaient faits. Le carton rouge d'Arnold devient anecdotique parce que ça n'a rien changé sa sortie, alors que là, ils étaient 14 contre 15. Et ça en dit très très long sur l'importance mentale quand on est encore friable parce qu'on est à égalité d'une infériorité numérique versus une infériorité numérique quand on est devant et où on se dit c'est pas grave, on est devant. Et en fait, ça devrait être exactement pareil, mais c'est tellement dans la tête le sport de haut niveau et la confiance collective et l'importance de ce 16e homme qui va être le courage ou qui va remplacer le 15e qui est sorti quand on n'est plus que 14, etc., que l'histoire était écrite pour les Toulousains. Après, moi, je trouve que c'est aussi la victoire d'Hugo Mola. On n'en parle pas très souvent, on dit toujours les Toulousains, Toulouse est éternel. Je pense que cet entraîneur-là, qui est relativement humble en général en plus, je trouve, qui se met plutôt derrière son collectif, a fait des choix tactiques remarquables. Il a eu le courage de pousser Thomas Ramos sur le banc dans son équipe titulaire, ce qui est quand même un sacré choix de coach, parce que Thomas Ramos, c'est quand même le 15 titulaire de l'équipe de France, s'il te plaît. Et en fait, il a eu raison, parce que Kinghorn a fait un match sensationnel sur les ballons au début. Il reprend en première mi-temps, il revient comme un
tabanard sur je sais plus quel 3/4 qui va marquer l'essai en défense d'une manière absolument extraordinaire. Et comme il a piqué Ramos en le mettant sur le banc, Ramos, quand il rentre, fait une très belle rentrée. Et il devient le match winner. On dit beaucoup maintenant, c'est pas des remplaçants, c'est des finisseurs. Et je pense que c'est un choix sémantique qui est extrêmement intelligent. On dit pas aux gens, t'as pas le niveau, t'es sur le banc. On dit, j'ai besoin de toi dans le moment clé. Mais c'est tellement américain comme approche, Thierry. C'est vraiment génial. Et ça a marché, là. Donc, je trouve que c'est son succès aussi à Hugo Mola sur cette intelligence de composition. Juste rapidement sur ça, en fait, cette histoire, en fait, ça vient du baseball, en fait, ça s'appelle the closer. En fait, un pitcher, en fait, qui va pitcher genre 7 innings, et le closer, il vient pour faire en gros 20% de boulot, en fait. Il y a un quart du boulot, et c'est lui qui s'appelle the closer. Mais c'est the closer parce qu'en fait, mentalement, ils sont là pour tuer tout le monde, en fait. Donc, c'est ça. Et voilà. Après, toute l'équipe a fait un gros match, mais j'ai surtout aimé, et là aussi c'est une victoire du coach, ils se sont pas pris pour des Toulousains face à des Irlandais. Ils se sont dit, on va les prendre à leur propre jeu, en fait. C'est-à-dire qu'on va leur mettre une défense de fer, on va tellement les dégoûter en défense qu'à la fin, ça va se jouer sur un rien, parce qu'ils pourront pas mettre leur jeu en place, parce qu'on va les étouffer. Et les 80 premières minutes, elles sont quand même révélatrices de ça, avec une performance défensive des Toulousains qui est hors norme, absolument hors norme. Jack Willis, incroyable. 30 plaquages, s'il te plaît. C'est complètement improbable à haut niveau de faire des prestations défensives comme ça. Antoine Dupont, tellement muselé par la défense irlandaise que un peu quelconque et un peu transparent en attaque, parce que pas exceptionnel, mais par contre en défense et dans les grattages et au près, le mec, demi de mêlée, 4 grattages en finale de Coupe d'Europe, mais dont des grattages à 4 mètres de la ligne, à 10 mètres de la ligne, tellement important et stratosphérique dans la manière de venir se placer, de mettre les mains dessus, de pas lâcher et de renvoyer l'adversaire comme l'océan est renvoyé par la marée, quoi. C'est absolument fou. Donc, je suis bluffé par la force mentale et par l'intelligence de cette équipe qui a prouvé encore une fois combien elle était au-dessus, et c'est pas pour rien si ils sont eux à 6 titres, et c'est pas pour rien non plus si le Leinster est à 4 finales perdues d'affilée, ce qui est quand même un échec absolument incroyable. On croirait Clermont dans les années tu vois, à l'époque où ils perdaient systématiquement les finales, quoi. Mais en fait, la prochaine fois, on se pose des questions sur Ntamak ou Jalibert. Il faut qu'on revienne à ce match quand même. Il a fait 16 plaquages quand même, Ntamak. Tu vois, le même que Crow et 16 plaquages à l'ouverture, mais il a fait des grattages aussi. Ah ouais, exactement. C'est un truc de fou. Et c'est vrai que, en fait, comme tu dis, on n'avait pas beaucoup d'espace. Bon, il avait pu au moins trouver quelques fois avec son magnifique jeu de pied. Mais c'est vrai que c'était pas un match d'attaque de tout. Mais en défense, il y avait un truc qui me plaisait beaucoup. Il y avait Van der Flier qui a fait un joli entrée d'ailleurs, Josh Van der Flier. Très belle rentrée, bien sûr. Ouais. Ancien quand même joueur de l'année. Et plusieurs fois, c'était face à Dupont. Et chaque fois, tu vois, c'était quand même Dupont, le petit, qui est face à le gros avant, qui arrivait bien le plaquer. Je trouvais ça assez marrant quand même. Dupont, quand tu le vois de près, quand même, il est costaud. Hein. Ah oui, il est petit, mais c'est quand même pas le nain de jardin. Bon, on va dire pour Toulouse, presque chaque joueur a bien joué. J'étais assez admiratif de Choco Barès qui avait l'air de laisser un bras sur un plaquage qui a quand même bien fini le match. Roumat, très, très propre sur les airs. Très bon joueur, Roumat, excellent dans tout son jeu. Ouais. Et il a pris sa place en numéro 8 dans cette équipe avec, en plus, effectivement, une très bonne capacité à apporter des solutions en touche. Il est quand même assez perforant dans le jeu et c'est un joueur très élégant. Moi, je trouve qu'il est beau à voir jouer. En plus, c'est vraiment, c'est la classe. Il est assez élancé. On dirait un peu Lolo Cabane en beaucoup plus gaillard, quoi. À l'époque où il y avait des joueurs un peu atypiques comme ça. J'adore ce joueur. Je suis d'accord avec toi. Et moi, j'ai été très agréablement surpris par un joueur que je connaissais pas trop, qui est rentré en pilier, qui s'appelle Joël Merkler. Donc, je me suis un peu renseigné sur ce joueur. Et Joël Merkler, en fait, c'est un joueur, j'étais persuadé que c'était un Sudaf, moi. En fait, c'est un joueur espagnol. Mais dont le père est anglais. Donc, il est né en Catalogne. Il a grandi au rugby en Espagne et ensuite, il est arrivé en équipe de jeunes au Stade Toulousain. Il a été champion de France Espoir avec le Stade Toulousain. Et ben maintenant, le mec, il est espagnol de père anglais, il joue au Stade Toulousain. Il est champion d'Europe. Et en plus de ça, en plus de sa carrière sportive cette année, il fait des études à Sciences Po Toulouse. Bah moi je dis chapeau. Voilà, je trouve que c'est des histoires vraiment géniales. Ça doit donner envie à
à tout le monde, quoi, de rêver, de se dire que tout est possible. On peut aller sur le toit de l'Europe en ayant un destin un peu improbable, parce que quel joueur né en Espagne finit champion d'Europe de rugby? Joël Merclair. Mais c'est pas lui qui ressemblait beaucoup à... Si, c'est celui que tu appelles William Servat. Bon, écoute, c'était vraiment un grand plaisir de regarder ce match. C'est pas un match où j'allais dormir, en fait, tu vois, sur le canapé. J'étais vraiment au bout de ma chaise. Difficile parfois de regarder parce que quand même, c'était vraiment très juste. Mais comme tu dis, c'était juste dans un claquement de doigts. Le match a tourné avec le penalty contre l'eau. On n'a pas trop parlé de Irish, mais je voulais juste mentionner Doris quand même. Gros match. C'était un gros match entre Willis McCarthy aussi. et entre Willis et Doris. Je trouvais ça quand même incroyable. Willis, ouais. C'est plutôt derrière qu'ils n'ont pas trouvé les solutions. Et puis Love était dans un petit jour. Voilà. Et je pense que ce joueur est un tel joueur que quand il n'est pas à 100 ou à 120% et qu'il est juste à 70%, il devient quelconque. Et les équipes avec des facteurs X comme ça, quand ce facteur X n'est pas là, c'est pas les mêmes, tout simplement. Et je pense que effectivement, il fait un geste un peu malheureux. Il prend un jaune qui est sévère, mais c'est la règle. On n'a pas à intervenir sans espoir d'attraper la balle sur une passe et qui se termine en avant. C'est carton jaune. Mais quel moment dramatique pour faire cette faute-là. C'est terrible pour lui. Il s'en veut forcément. Maintenant, voilà, le sport de haut niveau, c'est aussi de la concentration. C'est aussi être au-dessus des mauvais réflexes, avoir les bons et pas les mauvais. Et quand tu vois, Antoine Dupont qui derrière un ruck un peu en difficulté, juste derrière sa ligne des 50, il se dit tiens, je vais taper un petit 50-22 et qui te trouve un 50-22 mais improbable. Tu te dis en fait, les grands tauliers, les cadors absolus, c'est ces mecs-là, quoi. C'est dans les moments clés, ils sont là pour faire le geste qu'il faut et que personne d'autre qu'eux ne fait. Ouais. Donc, on a la chance d'avoir un joueur comme ça dans notre équipe de France et puis dans cette équipe du Stade Toulousain. Quand il est pas complètement là, il va trouver le moyen d'être là quand même dans des registres qui sont normalement pas complètement les siens, quoi. Le jeu au pied de déplacement, c'est pas son point fort habituellement. Les grattages, c'est pas sa nature. Mais voilà, il te sort ça en finale et ça gagne. Ouais, et je me souviens, j'avais lu quelque part, je pense que c'était The Irish Times qui sont juste admiratifs de lui. Ils disaient, c'est pas juste le meilleur joueur de maintenant, c'est peut-être le meilleur joueur de jamais, Dupont. Et ils étaient contents de le voir. Et c'est assez agréable quand même de voir le presse anglo-saxonne qui dit, waouh, sacré match et grand bravo à Toulouse pour être un super champion. Il n'y a pas de débat que c'était un match palpitant et que la bonne équipe a gagné. Je terminerai en reprenant le clin d'œil de Jean-Baptiste Elissalde, qui connaissait bien le Stade Toulousain. Il dit un Dupont, il y en a un par siècle. Voilà. Je trouve que c'est pas mal comme phrase. Et je crois que c'est vrai. Écoute, pauvre Leinster, comme tu dis, ça fait 4 fois finaliste, mais ils n'ont pas gagné. Ils ont leur dernière chance dans le United Rugby Championship, si tu te souviens, mon cher Théo, c'est le regroupement là, des clubs de Ireland, Italie, l'Écosse, Pays de Galles et bien sûr Afrique du Sud, parce que c'est juste à côté. Et Leinster va avoir peut-être une autre chance. Semaine 18, c'est la semaine prochaine, c'est la dernière semaine normale, on va dire, et après les quarts de finale vont démarrer le 7 juin. Et là, normalement, Leinster sont 3e. Donc, ils ont toutes leurs chances d'être dans les top 8. Bon, c'est un championnat complètement bidon qui veut rien dire parce qu'il est éclaté sur X pays. Moi, c'est un championnat que j'aime pas du tout. On en a déjà parlé un petit peu. C'est comme la Challenge Cup que les Sud-Africains sont venus gagner avec Eben Etzebeth qui visiblement a fait un match de titan. Mais moi, ça me gonfle aussi parce que les compétitions européennes avec des équipes sud-africaines, j'ai déjà dit ce que j'en pense et voilà. Pour moi, c'est non. Désolé de casser l'ambiance. Non, mais c'est pas ça. Mais je trouve que quand même, c'est bien, c'est intéressant. En fait, c'est juste que on les voit jamais. C'est quand même Munster, Leinster, c'est des Glasgow Warriors, Ulster, c'est des grandes équipes qu'on connaît. Et je trouve ça bien aussi que Italie soit dedans, comme ça, ils ont un peu de chance pour leurs 6 nations. Aussi, parce qu'ils n'ont pas de club dans un tournoi, mais où est-ce qu'ils vont jouer, quoi. Donc ça, je comprends, mais je suis tout à fait d'accord sur le côté Afrique du Sud. Allez, pour les English, c'est bientôt la semaine prochaine. En fait, c'est déjà les demi-finales. Il y aura Northampton against the Saracens et sur l'autre côté, il y a Bath against Sale. Les English continuent leur championnat à eux. Pour les filles, ici en France, si vous ne savez pas, c'était Montpellier qui était très très bon pendant une très grande dizaine d'années, qui ont gagné 6 championnats sur 7 entre 2013 et 2019.
Depuis 2020, c'est Blagnac qui a été plutôt bien performant et dans la finale, sauf ils n'ont pas encore gagné. Là, pour les demi-finales, c'est Stade Bordelais contre Blagnac, qui était en fait le final de l'année dernière. Et l'autre, c'est Romagna, si je prononce bien, contre Toulouse. En fait, je voulais finir là avec les femmes. Il y a un final qui va être le 8 juin. Et aussi, il y a un match, mais il y a aussi un access match. Donc, en fait, il y a des équipes en Elite 2. Les 4 demi-finalistes pour l'Elite 2, c'est La Rochelle contre Perpignan et les Valkyries de Normandie contre Toulon. Magnifique, ça. On va parler mixte, et quand on parle mixte, c'est aussi Sevens, parce que Dupont, tu imagines, il vient de finir ce match où il a gagné, et là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il se prépare pour aller ce week-end à Madrid pour jouer un tournoi de 7. C'est comme avoir un bébé au week-end et après commencer un nouveau job le jour après, c'est un truc de fou. C'est un peu ça. Ou déménager. Si on parlait un peu de top 14, mon cher Théo. Oui, le top 14, effectivement, l'épilogue approche, puisque à la fin du mois de juin, il y aura un nouveau champion ou le même, sait-on jamais. Ce qui est certain, c'est qu'il y a 2 équipes qui sont aujourd'hui certaines d'être qualifiées, c'est Toulouse et le Stade Français. Et ensuite, il y a un petit concours pour atteindre les 4 places qui suivent. Et ce petit concours, techniquement, aujourd'hui, il est encore accessible à beaucoup de gens. En particulier, à partir de la 5e et de la 6e place, on a La Rochelle, 60 points, Racing 57, Pau 56, Clermont 56, Perpignan 54, Castres 54. Donc c'est assez incroyable parce que le Racing qui a passé la première partie du championnat complètement en première partie de tableau et même en première position plusieurs fois, a dégringolé dans la deuxième phase de championnat d'une façon absolument incroyable et se retrouve vraiment en risque total puisqu'ils reçoivent Pau, mais c'est un match délocalisé à Auxerre où ils ont perdu contre Bayonne il y a 15 jours. Donc, je pense que le niveau de confiance et le trouillomètre doit être quand même malheureusement assez chargé. Et la semaine d'après, ils vont à La Rochelle qui est juste devant et qui sera pas encore complètement sûr d'être qualifié. Ça dépendra du match que La Rochelle fera ce week-end à Toulouse, sachant que Toulouse mettra peut-être une équipe un peu diminuer parce qu'ils auront fait beaucoup la fête, etc. Mais ils auront envie de fêter leur titre européen devant leur public contre l'ex-champion d'Europe. Parce qu'on va voir qui c'est le patron quand même. Oui. Donc, autant dire que La Rochelle qui va aller à Toulouse, c'est quand même tendu. Donc, on a vraiment un match à 3 ou 4 pour obtenir les dernières places qualificatives qui va être absolument dantesque dans les jours qui viennent. Et je suis évidemment, vous me connaissez, supporter du Racing. Là, je suis un peu dépité et je dois dire que une telle dégringolade en classement dans une phase retour avec un nouvel entraîneur, Fred Michalak, l'équipe qu'ils ont, Tuisova qui est revenu, etc. J'ai quand même beaucoup de mal à comprendre et je trouve que si d'aventure il ne se qualifiait pas, ça poserait des grosses questions sur le staff. Oui, donc j'avais vu la fin des derniers matchs contre Lyon, là, donc ils perdaient 20-14, et il me semble que dans les dernières actions, en fait, Michalak a dit de prendre les 3 points parce que comme ça, tu avais un point de bonus, il me semble, et l'équipe a plutôt dit non, et on veut marquer l'essai pour gagner le match, et finalement, ils n'ont pas pu marquer, et donc ce petit point de... Non, mais ça veut dire 2 choses. Ouais. Ça veut dire que l'équipe se sent forte parfois, et je pense qu'ils sont capables de très grandes choses, et ils pouvaient tout à fait gagner sur ce truc-là. Ça veut surtout dire que Michalak n'a pas d'autorité sur ce groupe. Parce que quand tu es dans un momentum comme ça et que tu as ton coach qui te dit on fait ça, normalement tu le fais en fait. Alors parfois on voit que dans le rugby les mecs se rebellent un peu, etc. Il y a l'adrénaline, le machin, non, on va faire autrement. Mais à ce stade de la saison et avec les moyens qu'ils ont mis sur le staff pour avoir des gens dont la parole compte pour éviter ce genre de conneries, c'est très révélateur du fait que je pense que la mayonnaise n'a pas encore pris. C'est la première année du staff Lancaster et puis je fais attention, pour l'instant, ils sont encore qualifiables, ils sont encore 6e à l'instant où on se parle, et sur un malentendu, ils peuvent encore être champions de France. Donc, je peux vraiment la boucler dans un mois avec grand bonheur, si d'aventure c'est le cas. Mais j'ai l'impression qu'ils n'en prennent pas le chemin quand même. Et je trouve que ça demande des explications à des gens qui disposent de moyens très importants. Comme tu dis, il y a plein de bons matchs ce week-end. Il y a Racing contre Pau, Castres contre Stade Français, Oyonnax Bayonne. Bayonne, mine de rien, il peut quand même avoir accédé ce barrage. En fait, c'est assez fou. Montpellier contre Lyon. Ils peuvent encore. Ouais. Perpignan contre Bordeaux-Bègles. Perpignan aussi, qu'ils ont eu leur chance. Malheureusement, ils ont perdu contre Bayonne la semaine dernière. Toulon, Clermont et Toulouse, La Rochelle. C'est une jolie semaine de rugby.
Oui, belle semaine de rugby et surtout mois de juin, beau mois de rugby à venir puisqu'on a encore les demi-finales, la finale du top 14 qui est quand même toujours un très très grand moment. Alors nous, après les demi-finales, on fera un épisode, sans doute un après la finale et puis si on a les capacités et si on y arrive, on fera peut-être aussi un petit épisode pour la tournée de l'équipe de France en Argentine. Et puis on clôturera tranquillement l'année comme ça, rugbystique. On aura fait un beau job. Ça nous emmènerait à 133 épisodes, ce qui sera quand même une belle performance pour nous. On aura peut-être un invité, on vous le dit pas parce qu'on n'est pas sûr, mais ce sera peut-être une surprise pour ces épisodes. Exactement. Donc, amusez-vous bien avec tout ce rugby, mais est-ce que tu as d'autres choses pour nous aujourd'hui, Théo ? Deux petits trucs multisports, puisque on aime le rugby, mais on aime surtout les émotions qui sont provoquées par la passion pour le sport. J'ai regardé hier la victoire de Charles Leclerc dans le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. C'est quand même assez loin du rugby, mais je pense que c'est intéressant de voir ce que fait ce garçon. On aime ou on n'aime pas la Formule 1, c'est un monde très particulier. Mais lui, c'est un monégasque, donc Monaco, c'est un tout petit État, et il vient de gagner chez lui en tant que monégasque pour la première fois le Grand Prix national, qui est un des Grands Prix les plus célèbres et les plus fameux de tout le circuit de Formule 1, après avoir été 2 fois déjà en pole position et en ayant perdu. Donc, c'est, je pense, un ascenseur émotionnel complètement extraordinaire pour lui. C'est un garçon aussi assez humble, je trouve, qui est pilote chez Ferrari depuis un certain temps, qui navigue dans des sphères de gens tout à fait hors du monde et hors du temps. Ça reste un mec simple, et hier, voir sa joie de gagner son Grand Prix chez lui qui passe en dessous de ses fenêtres, en fait. C'est quelque chose vraiment de magnifique. Je vous invite à regarder ça. Si vous voyez des petites images, des petites choses, c'est fou et c'est superbe. Et puis, à l'autre bout, un peu plus âgé, hier, Richard Gasquet, 38 ans, futur prodige mondial qu'il n'est jamais finalement devenu puisqu'il n'a pas gagné de Grand Chelem, mais il a été top 10 pendant longtemps. Et hier soir, au bout d'un match en 3-7 avec 2 tie-breaks, il sort un joueur beaucoup mieux classé que lui à Roland-Garros à Paris à 38 piges. Et je me dis, voilà, chapeau, ça fait rêver. C'est beau de voir ces mecs qui ne lâchent pas, qui continuent et qui ont avant tout, la passion du sport, de la gagne et de la persévérance. Donc, Richie, chapeau. Bon, bravo, merci d'avoir parlé avec tellement de brio et énergie. C'est marrant, de tout ce qui est course voiture. Le seul truc que j'ai fait là-dessus, c'est que j'ai travaillé pendant quelques courses de NASCAR. Tu vois, c'est pas très glamour en fait. NASCAR, en fait, en France, on comprend rien au NASCAR, ça c'est sûr. Voitures qui tournent tous dans la même direction. Et donc, j'étais à l'université, donc j'ai vendu des boissons en fait. Mais c'était d'un boucan, mais incroyable en fait, incroyable. Et je comprenais pas pourquoi des gens étaient dans le truc. Donc, je vendais des Coca à 5 €, mais bon, bref. Donc, de motorsport, c'est pas trop mon truc, mais je suis content que ce jeune monsieur. Non, mais tu vas regarder. Je vais t'envoyer des petits trucs et je vous invite vraiment à regarder. C'est une très très jolie histoire que celle de Charles Leclerc. Superbe. Écoute, nos chers écouteurs, sur ces bons mots, n'oubliez pas, si vous souhaitez un petit t-shirt Pack de Potes, n'oubliez pas de nous laisser un joli mot, un joli review sur Apple Podcasts. Ça nous fait toujours du bien. Partagez cet épisode avec vos copains. Bien sûr, on est sur Instagram et Facebook. Vous pouvez partager tous nos posts et tout ça, vos copains, ça serait sympa. Bon, c'est tout pour moi. On dit bisous à notre cher Charlie et je te dis un grand câlin, un big hug, free hug à toi, mon cher Théo. Thanks for your hug and hug you back, my cher Thierry TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et Charlie, on t'embrasse évidemment très très fort. Bisous. Ciao.